En moins de 2 semaines, un chiffre s'effondre, un autre explose et le paradoxe devient impossible à ignorer. Les exportations agricoles américaines vers le Sahel décrochent brutalement, tandis qu'à Ouagadougou, la confiance grandit portée par un discours de souveraineté que beaucoup associent désormais au capitaine Ibrahim Traoré. Ce contraste entre silos qui se remplissent au Midwest et marchés qui se réorganisent au Burkina Faso soulève une interrogation lourde. Qui contrôle vraiment la chaîne alimentaire mondiale? Derrière une simple liste de 11 produits agricoles, c'est tout un rapport de force qui commence à se déplacer. Lorsque le décret tarifaire de Burkina Faso entre en vigueur, beaucoup y voient une simple manœuvre politique, un signal limité destiné à rappeler l'importance de la souveraineté alimentaire. Mais très vite, l'ampleur du choc révèle un enjeu bien plus profond, comprendre comment un pays de taille modeste peut, par une décision ciblée, perturber l'un des systèmes agricoles les plus puissants du monde. La promesse pour le lecteur est simple, démêler clairement les mécanismes invisibles qui transforment une action commerciale en crise stratégique. Dans cette affaire, chaque mouvement produit une onde de conséquences qui dépasse largement les frontières du Sahel. Un micro-hook apparaît alors. Si 11 produits suffisent à renverser des certitudes installées depuis des décennies, que se passerait-il si la liste s'allongeait? Car derrière les chiffres, ce sont des prix mondiaux, des contrats logistiques, des alliances régionales et même l'idée même d'influence américaine en Afrique qui se retrouve remise en question. Comprendre ces enjeux devient indispensable pour anticiper la suite d'un affrontement commercial qui ne cesse de s'intensifier. La révélation apparaît dès les premiers recoupements. Ce que beaucoup prenaient pour un acte soudain n'était en réalité que l'aboutissement d'une préparation méthodique. Et un chiffre clé confirme cette dynamique cachée. En 10 jours seulement, les importations de blé américain vers le Sahel chutent de plus de 40%, signe que les partenaires africains avaient anticipé la transition bien avant le décret. Ce double constat oblige à revoir la lecture initiale. La décision de Burkina Faso n'est ni impulsive ni isolée, mais s'inscrit dans une chaîne d'action coordonnée où l'influence d'Ibrahim Traoré sert de catalyseur politique et psychologique dans toute la région. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir au fondement de la dépendance alimentaire du Sahel. Pendant des décennies, les États de la zone AES ont structuré leur sécurité alimentaire autour d'un flux constant venant des États-Unis, blé, maïs, soja, produits laitiers, dérivés transformés. Les prix, les volumes, les calendriers de livraison, tout reposait sur une stabilité tacite rarement contestée. Washington y voyait un levier diplomatique, les pays africains, un filet de sécurité, mais cette architecture reposait sur une vulnérabilité. La moindre perturbation extérieure menaçait la stabilité interne, rendant les gouvernements sensibles aux pressions, qu'elles soient économiques ou géopolitiques. C'est précisément ce que l'équipe autour d'Ibrahim Traoré a voulu redresser. Au moment où l'annonce tarifaire surgit, des accords parallèles étaient déjà en négociation avec l'Algérie, la Russie, le Brésil, sans compter l'expansion croissante des filières locales. Les marchés de Ouagadougou, Bamako et Niamey n'ont pas attendu pour ajuster leur circuit, prouvant que la réaction africaine n'était pas improvisée, mais planifiée. Le résultat, visible en moins de 2 semaines, n'est pas seulement une baisse d'importations américaines, c'est la première démonstration concrète que le Sahel peut remodeler ses propres chaînes d'approvisionnement sans s'effondrer. Et c'est précisément cette autonomie émergente qui rebat les cartes du rapport de force avec Washington. Dès les premiers jours suivant l'entrée en vigueur des tarifs, plusieurs figures locales deviennent des repères essentiels pour comprendre l'évolution du terrain. À Ouagadougou, des meuniers et des commerçants, longtemps habitués aux arrivages réguliers de farine importée, témoignent d'une réalité nouvelle. Les stocks locaux, autrefois considérés comme insuffisants, commencent à circuler plus vite, soutenus par une demande interne que l'on croyait figée. Cette bascule n'est pas anecdotique, elle montre comment une décision politique peut réorienter des comportements économiques en quelques jours seulement. Dans ce paysage changeant, l'ombre portée d'Ibrahim Traoré sert de fil conducteur. Non pas parce qu'il agit directement sur chaque marché, mais parce que sa vision de souveraineté alimentaire crée un point de ralliement pour les acteurs locaux. Un producteur de céréales au sud du pays explique
que, pour la première fois depuis longtemps, les coopératives reçoivent des signaux cohérents venant du gouvernement, incitant à renforcer la transformation régionale plutôt qu'à dépendre des cargaisons venues d'outre-Atlantique. Un autre exemple surgit au Mali, où certains distributeurs réorganisent déjà leur chaîne d'achat vers des fournisseurs algériens et russes, preuve que le mouvement dépasse le cadre strict du Burkina Faso. Ces réajustements, bien que précoces, scellent une dynamique naissante. La décision tarifaire joue le rôle de déclencheur, mais c'est la réactivité des acteurs locaux qui en amplifie les effets. La conséquence immédiate est claire. Le Sahel découvre que ses marges de manœuvre sont plus larges qu'il ne le pensait. Et pour les observateurs internationaux, la question devient simple. Si un tel réalignement est possible en quelques jours, jusqu'où peut aller cette autonomie retrouvée ? Tout commence par un mouvement bref, presque silencieux. Le décret tarifaire est signé, publié, appliqué. En quelques heures, les premiers courriels d'alerte se propagent dans les services commerciaux américains. Certains chargements destinés au Sahel sont soudain bloqués, d'autres retardés, quelques-uns annulés. Les opérateurs logistiques ne comprennent pas encore l'étendue du problème, mais le signal initial est clair. La fluidité habituelle vient de se briser, puis survient l'effet domino. Les ports du golfe de Guinée enregistrent des modifications de destination. Les transitaires notent un recul immédiat des commandes de blé, de maïs et de soja. Les entrepôts du Midwest commencent à se remplir plus vite que prévu, captant l'inquiétude croissante des coopératives agricoles. Ce premier choc ne crée pas encore de panique, mais il altère la certitude d'un flux qui n'avait jamais faibli depuis des décennies. C'est alors que la courbe s'inverse brutalement. En moins de 10 jours, les volumes exportés vers la région AES décrochent de 48%, une contraction si rapide qu'elle révèle une préparation préalable du côté africain. Les analystes américains, surpris par cette vitesse d'ajustement, tentent d'y voir une réaction momentanée, mais les chiffres persistants les contredisent. L'impact s'enracine, les contrats à long terme sont renégociés ou suspendus, les prix à terme évoluent de manière chaotique et l'idée que le Sahel reste un marché captif devient soudain obsolète. Pendant ce temps, la scène africaine s'anime. L'Algérie ouvre rapidement une fenêtre d'approvisionnement préférentielle, expédiant du blé à tarif ajusté. La Russie redirige plusieurs cargaisons prévues pour d'autres destinations. Le Brésil propose des volumes de produits transformés pour combler les manques potentiels. Et surtout, les circuits internes du Burkina Faso se renforcent. Moulins, distributeurs, réseaux de collecte, tout s'accélère. Ce mouvement interne, discret mais déterminant, constitue le cœur du tournant. Au centre de cette recomposition, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère stratégique. Son discours sur la souveraineté alimentaire, relayé par les gouvernements voisins, agit comme un catalyseur qui transforme une décision tarifaire en mobilisation régionale. L'événement dépasse le Burkina Faso et gagne le Mali, le Niger, puis influence les débats au Ghana et au Sénégal. Le pic survient lorsque le fameux mémorandum Sahel Sanctions Package fuite dans la presse américaine. Le ton change immédiatement. À Washington, on parle désormais de représailles. Dans les États agricoles, les élus dénoncent une mise en danger des producteurs locaux. Sur les plateaux télévisés, les analystes évoquent un choc stratégique comparable à celui d'une rupture de chaîne d'énergie. La tension grimpe d'un cran, les marchés réagissent, les alliances se crispent. La confrontation prend une dimension géopolitique que personne n'avait anticipée aussitôt, mais l'après-choc est encore plus révélateur. Loin de revenir au statu quo, l'Afrique s'adapte. Les marchés se rééquilibrent, les prix internes montent légèrement, mais les producteurs locaux gagnent du terrain. Les États-Unis constatent que leur influence commerciale n'est plus automatique. Le scénario initial, un simple geste politique, s'est transformé en test de puissance. Et le fil conducteur de cette mutation reste le même. Un pays modeste, sous l'impulsion d'une vision portée par Ibrahim Traoré, vient de prouver qu'il est possible de redistribuer les cartes du commerce agricole mondial, même face à un géant. La rupture devient lisible dès que l'on observe le premier couple de chiffres. Avant le décret, le Sahel absorbait régulièrement entre 18 et 22% des flux de blé américains destinés à l'Afrique de l'Ouest. 10 jours après l'entrée en vigueur des tarifs, ce volume chute de plus de 40%, une contraction si rapide qu'elle signale un repositionnement logistique précoce. Ce delta illustre une réalité technique. Lorsqu'un marché s'adapte en moins de 2 semaines, cela révèle l'existence d'accords
fournisseurs alternatifs déjà prêts à être activés. Le deuxième indicateur confirme la même dynamique. En moins de 14 jours, les exportations combinées de maïs et de soja américaines vers la zone AES reculent de 38%, un taux que les analystes comparent à celui d'une crise structurelle plutôt qu'à un simple aléa commercial. La valeur de ce chiffre repose dans sa cohérence. La baisse touche simultanément 3 produits piliers, ce qui implique que les acheteurs africains ne réagissent pas par catégorie, mais par stratégie d'ensemble. Le troisième point, chiffré, provient du terrain américain. Dans plusieurs coopératives de l'Iowa et du Nebraska, les capacités de stockage atteignent 82 à 87% en début de trimestre, un niveau inhabituel à cette période de l'année. Cette donnée montre qu'une perturbation extérieure peut, en quelques jours, créer un surplus qui fragilise la logistique interne américaine. Ce triptyque de chiffres met en lumière une mécanique que peu avaient anticipée. Lorsque l'offre américaine s'immobilise, d'autres fournisseurs, Algérie, Russie, Brésil, comblent instantanément l'espace. Autrement dit, la dépendance supposée du Sahel vis-à-vis des États-Unis se révèle moins profonde que les modèles prévisionnels ne le laissaient croire. C'est précisément à cette intersection que le rôle d'Ibrahim Traoré devient crucial, non pas par la création des chiffres eux-mêmes, mais par l'orientation politique qui a permis leur émergence. Sous sa ligne directrice, les infrastructures locales, moulins, unités de transformation, circuits de collecte avaient déjà été renforcés, rendant possible une absorption plus efficace des nouveaux flux d'importation et de la production interne. Ainsi, l'ajustement ne s'est pas limité à remplacer un fournisseur, il a consisté à redistribuer les volumes sur plusieurs partenaires tout en augmentant la part des filières locales. Le delta observé dans les importations américaines est donc le miroir direct de cette diversification accélérée. Ces données chiffrées produisent un autre effet, moins visible mais déterminant. Elles modifient la perception du risque commercial. Pour les traders américains, la zone AES cesse d'être un marché stable. Pour les pays du Sahel, c'est la preuve que leur autonomie relative peut se matérialiser dans des indicateurs concrets. Le marché international, lui, enregistre ses signaux. La baisse de 8% du prix du blé américain en quelques séances reflète non seulement la perte d'un débouché clé, mais surtout la crainte d'une contagion si d'autres nations africaines adoptent les mêmes mesures tarifaires. Ces baselines, ces deltas et ces pourcentages ne décrivent donc pas seulement un choc commercial, ils racontent une recomposition stratégique. Ils montrent que lorsqu'un État de la taille du Burkina Faso active une politique cohérente, soutenue par une vision comme celle d'Ibrahim Traoré, les lignes du commerce mondial peuvent se déplacer plus vite que prévu et chaque indicateur pose la même question implicite. Si 3 chiffres suffisent à révéler un tel basculement, que montreront les prochains? 2 positions s'opposent avec une cohérence suffisamment solide pour mériter d'être examinée sans caricature. La première, défendue par de nombreux experts américains, affirme que la décision tarifaire du Burkina Faso fragilise inutilement un écosystème interconnecté. Selon eux, le Sahel reste dépendant des importations pour garantir sa stabilité alimentaire et toute rupture brusque multiplie les risques. Hausse des prix, tensions logistiques, vulnérabilité sociale. Ils soutiennent que l'initiative ne peut être durable car les infrastructures africaines n'ont pas encore l'envergure nécessaire pour remplacer totalement les volumes américains. Leur conclusion est claire, cette stratégie peut offrir un gain symbolique, mais elle expose des millions de consommateurs à des fluctuations potentiellement dangereuses. La seconde position, exprimée dans la région AES, repose sur l'idée inverse. La dépendance elle-même constitue la plus grande vulnérabilité. Pour ces défenseurs de la souveraineté alimentaire, continuer à dépendre d'un fournisseur dominant revient à accepter une fragilité structurelle. Ils considèrent les difficultés actuelles, prix légèrement plus élevés, réajustement logistique, besoin de stockage, comme un coût transitoire indispensable pour construire une autonomie durable. Les signaux observés dans les marchés locaux, la montée en puissance des filières internes et la réactivité des partenaires alternatifs renforcent leurs convictions. Le moment est propice pour rompre avec un modèle hérité, jugé instable et déséquilibré.
La réponse la plus pertinente se situe entre ces deux pôles. Oui, les risques existent. La transition n'est ni simple ni immédiate. Oui, les infrastructures africaines doivent encore s'étendre pour absorber de plus grands volumes. Mais les données des dernières semaines montrent que le basculement n'a pas provoqué l'effondrement annoncé. Les chaînes d'approvisionnement se recomposent, les marchés s'adaptent, les partenaires se diversifient. Ce que révèle surtout cette confrontation, c'est la capacité du Sahel à tester ses marges de manœuvre. Et dans cette équation, la trajectoire politique impulsée par Ibrahim Traoré joue un rôle de stabilisateur idéologique. Elle fournit une direction, un cadre, une cohérence à une réorientation qui serait autrement fragmentée. Tout bascule d'un coup. La scène change lorsqu'un détail apparemment secondaire remonte des services diplomatiques. Plusieurs partenaires africains auraient anticipé non seulement la première liste de produits taxés, mais aussi une éventuelle seconde liste prête à être activée si Washington intensifie la pression. Cette information, discrète et non confirmée publiquement, agit comme un point de pivot stratégique. Elle indique que le Sahel ne joue plus en réaction, mais en projection, comme s'il avait internalisé l'idée d'un rapport de force durable. Dans ce repositionnement, la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une portée particulière, non pas parce qu'il orchestre chaque mouvement, mais parce que sa ligne directrice, autonomie, diversification, recentrage interne, sert de cadre mental à toute la région. Là où beaucoup voyaient un simple bras de fer tarifaire, les capitales africaines commencent à structurer des scénarios à long terme impliquant de nouveaux flux, de nouveaux accords et des alliances élargies. Le changement de décor est net, la question n'est plus de savoir si le Sahel peut tenir, mais jusqu'où il peut aller. Et cette bascule, au milieu du récit, transforme une crise commerciale en test d'endurance pour deux continents simultanément. Les premières conséquences concrètes apparaissent chez 4 groupes distincts, chacun révélant une facette différente du basculement. On peut considérer que les nations du Sahel, dans les marchés de Ouagadougou, Bamako et Niamey, la hausse modérée de certains prix n'efface pas l'effet principal. Les filières locales gagnent en visibilité. Des producteurs de blé et de maïs longtemps marginalisés voient leur volume écouler plus rapidement, parfois même avant la fin des cycles habituels. Les moulins domestiques tournent davantage, renforcés par des commandes publiques et privées. Cette dynamique n'aurait pas émergé sans le cadre politique qui circule depuis plusieurs mois et que beaucoup associent à la ligne directe d'Ibrahim Traoré. Le résultat est double, une tension logistique temporaire, mais une montée en puissance durable des secteurs locaux. On peut considérer que le marché américain aux États-Unis, l'effet est plus brutal. Les coopératives agricoles de l'Iowa, du Kansas et du Nebraska signalent des stocks inhabituels pour un début de trimestre. Certains contrats long terme sont gelés, d'autres réévalués à la baisse. Des entreprises agroalimentaires évoquent des risques de restructuration, tandis que les élus des États ruraux dénoncent une perte de débouchés stratégiques. Pour les familles rurales, l'impact est immédiat. L'incertitude plane sur les revenus annuels et la perspective d'une contagion à d'autres pays africains alimente un sentiment d'imprévisibilité. On peut considérer que les ménages et travailleurs, pour les consommateurs africains, la transition n'est pas homogène. Dans plusieurs villes, les ménages constatent une augmentation du prix des produits importés restants, mais aussi une diversification de l'offre locale. Des substituts régionaux apparaissent progressivement, parfois de qualité inférieure dans un premier temps, mais intégrés à une dynamique d'apprentissage rapide. Les travailleurs des chaînes logistiques, eux, voient affluer de nouvelles opportunités dans le stockage, la transformation et la distribution, preuve que l'économie interne absorbe une partie du choc. Du côté américain, les familles ressentent la variation des prix lorsque les excédents domestiques redirigent l'offre vers le marché interne, influençant les coûts de certains produits manufacturés. On peut considérer que les acteurs régionaux et internationaux, les partenaires africains non membres de l'AES, observent attentivement. Au Ghana, des économistes interrogent publiquement la pertinence de maintenir une dépendance à certains produits américains. Au Sénégal, les débats émergent autour d'une éventuelle révision des importations de volailles. Plus loin, l'Algérie, la Russie et le Brésil consolident leur positionnement, convaincus que ce réalignement pourrait s'étendre. Les institutions internationales notent que ce mouvement bouscule l'équilibre
équilibre traditionnel entre grands exportateurs et marchés émergents. Pour Washington, cette recomposition a une portée stratégique. Elle suggère que l'influence américaine sur les corridors alimentaires n'est plus automatique. Et pour le bloc AES, galvanisé par une rhétorique de souveraineté dans laquelle le nom d'Ibrahim Traoré revient régulièrement, l'enjeu n'est plus seulement économique, il devient identitaire. Dans ces 4 espaces, une même conclusion s'impose. La crise n'est plus un épisode isolé, mais un moteur de transformation structurelle. À l'horizon des 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune reposant sur les dynamiques déjà visibles depuis le début du choc tarifaire. Elles ne prédisent pas l'avenir avec certitude, mais elles permettent de comprendre les marges de manœuvre réelles des 2 continents. On peut considérer que scénario de base, stabilisation tendue mais fonctionnelle. Dans cette option, le Sahel poursuit l'ajustement engagé sans accélération brutale. Les filières locales renforcent leur capacité de transformation, les importations alternatives, principalement algériennes, russes et brésiliennes, se stabilisent autour de volumes réguliers et le marché américain se réoriente partiellement vers l'Asie ou l'Amérique latine pour compenser la perte du débouché AES. Les tensions logistiques persistent mais ne s'aggravent pas. Les prix pour les ménages africains restent légèrement supérieurs aux niveaux antérieurs avant de redescendre progressivement avec l'arrivée de nouvelles capacités de stockage. Côté américain, le secteur agricole absorbe le choc par une réorganisation interne, sans effondrement majeur, mais avec du stress politique persistant dans les États ruraux. Ce scénario conserve un certain équilibre. Personne ne triomphe, personne ne s'effondre, chacun s'adapte. On peut considérer que scénario optimiste, consolidation africaine et détente diplomatique. Ici, le Sahel transforme son réalignement en stratégie durable. Les investissements publics renforcent les infrastructures de transformation, les partenariats régionaux se densifient et plusieurs pays extérieurs à l'AES, notamment le Ghana et le Sénégal, révisent eux aussi leur dépendance. Washington, confronté à la résilience inattendue du marché africain, choisit une approche pragmatique, ouverture de discussion, ajustement ciblé, coopération sur certaines chaînes de valeur, les prix internes baissent dans la zone AES grâce à l'amélioration de la production locale et les marchés internationaux s'ajustent sans volatilité excessive. Ce scénario suppose une volonté de compromis des 2 côtés. On peut considérer que scénario pire cas, escalade et contagion continentale. Dans le 3e scénario, les tensions montent. Une seconde liste tarifaire apparaît, poussant d'autres pays africains à suivre l'exemple du Burkina Faso. En réaction, Washington adopte des mesures plus strictes, inspection renforcée, restriction d'aide, révision des accords, provoquant une rupture durable entre les 2 blocs. Les prix alimentaires s'envolent dans certaines villes africaines avant de se stabiliser grâce aux importations alternatives. Les marchés agricoles américains subissent une volatilité plus forte et l'incertitude politique s'accentue. À travers ces 3 chemins possibles, un point de vigilance demeure constant. Seules les stratégies capables d'intégrer à la fois le risque et l'adaptation permettent de traverser les 12 prochains mois sans perte durable. Pour beaucoup d'observateurs éloignés du Sahel ou du Midwest, ce qui se joue peut sembler abstrait. Pourtant, les effets concrets touchent 3 cercles de population qui, chacun à leur manière, ressentent la transformation en cours. Le premier cercle est celui des familles africaines vivant dans les capitales. Pour elles, le changement se manifeste dans les étals. Certains produits importés deviennent plus rares ou plus coûteux, tandis que de nouvelles farines locales, de nouveaux mélanges céréaliers ou de nouvelles marques émergent. Cette transition demande une période d'adaptation, mais elle s'accompagne aussi d'un sentiment nouveau, celui de voir leur propre production gagner en valeur, en visibilité et en reconnaissance. Pour beaucoup, cette évolution résonne comme une preuve que les choix politiques ne sont plus distants, mais directement liés à la vie quotidienne. Le second cercle rassemble les producteurs américains. Dans les campagnes de l'Iowa ou du Kansas, la perturbation des exportations ne se résume pas à un enjeu macroéconomique. Elle s'incarne dans des silos qui débordent, dans des prévisions de revenus révisées à la baisse, dans une inquiétude qui se propage de ferme en ferme. Les familles se retrouvent confrontées à des décisions difficiles, réduire la production, différer certains investissements ou chercher de nouveaux débouchés à l'étranger. Ici, le conflit commercial est ressenti comme une force extérieure qui bouleverse des traditions profondément ancrées. Le 3e cercle comprend les diasporas africaines installées en
en Europe ou en Amérique du Nord, entre fierté des initiatives de souveraineté et crainte des conséquences économiques, beaucoup vivent ce moment comme une tension intérieure. Les débats dans les familles, les associations ou les lieux de culte deviennent des espaces où chacun tente de comprendre ce que signifie pour l'Afrique de défendre son autonomie alimentaire. À travers ces trois perspectives, une idée s'impose. La confrontation dépasse les chiffres, elle interroge directement la manière dont chacun se projette dans l'avenir face à un choc aussi large. La sortie de crise ne peut reposer sur un seul levier, elle exige un enchaînement cohérent d'étapes concrètes, chacune mesurable, chacune capable de réduire l'incertitude dans les deux blocs. Ce chemin n'annule pas les tensions, mais il organise une manière ordonnée d'y répondre. Il est suggéré de sécuriser les volumes critiques. Les États du Sahel doivent identifier les produits où la dépendance reste la plus forte. Pour chacun, des accords transitoires à court terme peuvent être activés avec des partenaires déjà mobilisés, Algérie, Russie, Brésil, afin d'éviter tout risque de rupture brutale. Le succès de ces accords doit être évalué par un suivi hebdomadaire des stocks régionaux. Il est suggéré de renforcer la transformation locale. Ici, la ligne défendue par Ibrahim Traoré joue un rôle central, donner la priorité aux moulins, aux unités de séchage et aux plateformes de distribution interne. L'objectif n'est pas une autarcie impossible, mais une capacité d'absorption suffisante pour réduire la vulnérabilité au choc extérieur. Les États peuvent mesurer la progression par l'augmentation mensuelle des volumes transformés localement. Il est suggéré d'ouvrir un canal de discussion technique avec Washington sans viser une concession politique immédiate. Ce canal permettrait d'éviter l'escalade. Les deux parties peuvent y comparer leurs données, définir des seuils d'alerte, ajuster certaines inspections portuaires et réduire le risque de représailles inattendues. Le succès se mesure par la stabilisation des coûts logistiques et la baisse des tensions verbales dans les déclarations officielles. Il est suggéré d'élaborer un plan régional à 12 mois. Les pays de l'AES doivent synchroniser leurs politiques agricoles pour éviter les disparités de prix internes. Ce plan, s'il est coordonné, peut transformer une réaction ponctuelle en stratégie durable. Sa performance se vérifiera par la réduction des écarts de prix entre Burkina Faso, Mali et Niger. À travers ces étapes, une constante demeure, plus la stratégie est mesurable, plus elle réduit le risque d'affrontement prolongé. Dans les derniers instants de cette séquence, une image revient en mémoire, celle des petits moulins de Ouagadougou, évoquée plus tôt dans le récit, tournant plus vite qu'à l'accoutumée. Cette scène, presque banale, devient un symbole du renversement silencieux qui traverse la région, car derrière ces machines en mouvement, il y a des familles, des producteurs, des commerçants qui découvrent que leur travail peut peser davantage dans l'équilibre d'un continent. C'est dans cet écho que la figure d'Ibrahim Traoré reprend sa place, non pas comme héros d'un récit simplifié, mais comme point d'articulation d'un moment historique où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique quotidienne. Sa vision, relayée dans les villes et les campagnes, trace une continuité entre les décisions politiques et les gestes ordinaires de ceux qui transforment, transportent ou vendent le grain. Mais la scène la plus forte demeure celle qui relie directement les deux continents, les silos qui débordent dans le Midwest et les marchés qui se réorganisent au Sahel. Deux réalités opposées, deux rythmes, un seul fil rouge, un choix qui oblige le monde à reconsidérer ce qu'il croyait immuable. Et au cœur de cette tension, une certitude simple émerge. Rien n'est plus fixe lorsqu'un peuple décide de se tenir debout. Au terme de cette traversée, une conclusion s'impose. Ce qui s'est joué entre le Sahel et les États-Unis dépasse largement un différend commercial. Il s'agit d'un moment où les nations redessinent leur place dans les échanges mondiaux, où la souveraineté alimentaire retrouve une valeur que beaucoup croyaient théorique, et pourtant rien n'est figé. Chaque décision future, qu'elle vienne de Washington ou de Ouagadougou, peut encore infléchir le cours de cette transformation. Dans cette phase incertaine, l'enjeu principal n'est ni la victoire ni la défaite, mais la capacité à comprendre les mécanismes en mouvement, car un public mieux informé peut analyser, comparer, questionner et refuser les raccourcis qui brouillent les enjeux réels. C'est pourquoi une conversation ouverte reste essentielle.
Si vous souhaitez suivre l'évolution de ce rapport de force, recevoir des explications claires et saisir comment ces choix influencent les peuples des deux continents, vous pouvez poursuivre ce chemin avec nous. Et vous, comment percevez-vous ce basculement entre dépendance et autonomie dans le commerce mondial ?